Bonjour à tous, bonjour. Bonjour chers frères et sœurs. Bienvenue à notre update, notre bulletin d'information sur la pandémie du Covid-19. Si vous voulez bien partager à quelques personnes afin que nous soyons briefés rapidement sur l'évolution des choses. Hi. Ich bin gerade online. Ich bin gerade online. Ich mache gerade direkt. Ich komme auf dich zu, ich rufe dich gleich an. Ja? War das jetzt dringend? Ok. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Déjà, je voudrais rendre grâce et gloire à Dieu, l'architecte de l'univers, le médecin de nos âmes, qui nous accorde le privilège de pouvoir échanger aujourd'hui et de posséder encore ce souffle de vie qui n'est pas anodin. Comme nous avons l'habitude de dire, quel que soit le nom que vous lui donnez, il n'y a de Dieu que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu parce que dans la vallée de l'ombre de la mort par laquelle nous passons en ce moment, il va de soi qu'il faut forcément s'appuyer sur quelque chose, sur les avancées scientifiques, sur les infos qu'on a ci et là au travers des journaux tous les jours. Il faut mettre sa foi en quelque chose, quelque part. Il faut se baser sur quelque chose pour davantage espérer. Je vous recommande vivement de ne pas placer vos espérances, votre espoir et votre foi dans des choses évanescentes. Un instant, s'il vous plaît. Ja. Hi, Meli. Ja. Und zwar? Mm. 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 Kann er vielleicht Atosil kriegen? Ja. Mhm. Nicht so direkt, also ein bisschen zeitlich versetzt. Ne, versuch ihm den mal so ein bisschen zu überreden, dass er so ein bisschen zeitlich versetzt. Es ist nicht gut, dass er alles immer so auf einmal direkt einnimmt. Beziehungsweise, aber solltest du den Eindruck haben, dass Tosel selbst damit, dass er nicht zurechtkäme, dann kannst du ja wohl nochmal dir dazu tun. Ne? Okay, bis dann, bis gleich, tschüss. Donc, très chers frères et sœurs, il n'y a de Dieu que Dieu. Il est le rocher des âges, il est le médecin de nos âmes. C'était peut-être à titre prémonitoire que nous avons d'ailleurs commis il n'y a pas très longtemps cet album, ce nouvel album que nous avons intitulé Médecin de mon âme. Oui, c'est pas parce que nous avions vu quelque chose, nous n'avions pas vu ça venir forcément, mais nous savons tout simplement du fait de l'expérience du quotidien qu'il y a des pathologies pour lesquelles la science et l'homme butent, font face à leurs limites et qu'à ce niveau-là, il n'y a que la grâce surabondante de Dieu, il n'y a que le secours qui vient de l'Éternel qui est capable de nous permettre de nous projeter et de transcender les limites de la science. Bonjour, bonjour, Eloane depuis l'Italie, bonjour Israël Stone. Donc déjà, il y a eu quelques questions dans notre dernier direct et je voudrais déjà d'abord commencer en y apportant quelques éléments de réponse. Les premières étaient de savoir si la pandémie du Covid-19 au niveau de l'Allemagne, ça venait d'Azimpa, je crois, en Allemagne, si au niveau de l'Allemagne correspond à une répartition précise en termes de tranche d'âge. Il faut dire que de façon générale, l'Allemagne ne déroge pas à la règle. C'est-à-dire que les patients comorbides qui ont d'abord déjà d'autres pathologies ou qui ont un système immunitaire déficient ou fragilisé du fait d'une autre maladie peuvent évidemment
sont plus vulnérables, je dirais ainsi, sont plus vulnérables que les patients qui a priori sont des sujets sains. Maintenant, et ça c'est valable aussi pour l'Allemagne, maintenant il y a eu des cas des patients de 28 ans, 22 ans, tout jeunes, qui n'avaient pas de pathologie à ce soir parallèle, donc qui ne présentaient aucune comorbidité, mais qui ont quand même succombé au coronavirus. Donc comme quoi, il n'y a pas, la possibilité de dire que ça n'attaque que les vieillards. Il faut faire attention à ça. Hier, j'ai changé encore avec une collègue qui m'a dit, parce qu'elle avait quelques maux de tête, elle ne se sentait pas très bien, elle a dit, ouf, j'espère que ce n'est pas le corona. C'est vrai, elle n'a pas été en contact direct avec quelqu'un qui était contaminé. Elle n'est pas allée aussi dans un lieu qui représente l'un des foyers de contamination. Mais après, elle a dit, de toute façon, je suis encore jeune. Elle a plus ou moins 30 ans. Et je vais retorquer en disant, fais gaffe. C'est vrai, nous parlions en tenant compte de la distanciation sociale. Je lui ai dit, fais gaffe parce que le corona, ce n'est pas que pour les vieux. Je parle là d'un médecin. Vous comprenez? Donc vous comprenez qu'il y a un besoin réel d'actualisation de l'information. C'est une occasion de se former en continu. C'est un médecin qui est censé connaître quels sont les sujets vulnérables, les sujets à risque et autres, mais bon, fort de sa jeunesse, elle a pensé qu'elle était à l'abri. Je lui ai dit non, attention, attention, tu n'es pas forcément à l'abri. Ok. J'espère que le confinement de votre côté se passe bien. Restez confiné. Il a beaucoup de désavantages sur le plan social, économique et autres, mais il a l'avantage particulier de nous permettre de rester en famille, d'apprécier les petites choses de la vie que nous tendons souvent à négliger. Et voilà, je vais commencer à donner rapidement. Je vais continuer en répondant aux questions. Donc ça, c'est pour la première question, savoir si en Allemagne, il y a des personnes précises qui sont vulnérables. Oui, il y a des personnes à risque. Les personnes à risque, ce sont les femmes enceintes, ce sont des personnes au système immunitaire déficient parce qu'ils prennent peut-être, ce sont sous immunosuppression ou alors parce qu'il y a, ils ont d'autres maladies comorbides, ils sont atteints du diabète, de l'hypertension. Tout ça, ce sont des, je dirais pas des prédispositions, mais des fenêtres ouvertes. Donc, ça, c'est pour ce qui était de la question par rapport au type de personnes concernées par la pathologie en Allemagne. Nous sommes donc tous concernés parce que figurez-vous qu'aux États-Unis, hier, un bébé de 9 mois pratiquement a succombé au corona. Comme quoi, véritablement, même si certains sont moins exposés que d'autres, même si certains sont des sujets à risque, plus que d'autres, nous sommes tous concernés. Bien. Voilà. Je voudrais également continuer. J'ai parlé du nouveau symptôme. Quelqu'un a posé la question, je crois que la question venait du Cameroun, à savoir c'est quoi ce nouveau symptôme apparemment j'ai été trop technique. J'essaie de faire terre à terre. J'ai parlé de la conjonctivite comme nouveau symptôme. Oui, parce qu'en fait, on sait tous que la toux, les diarrhées, les vomissements, les démangeaisons dans la gorge, des symptômes grippales, on va dire ça comme ça, fiévreux. Donc tout ça sont des éléments qui jusqu'ici nous permettaient de savoir que le sujet peut être atteint du coronavirus, du Covid-19. Alors, il se trouve que, parce que la recherche est dynamique, parce que les collègues, les scientifiques, les chercheurs, les épidémiologistes, les anthropologues, les sociologues sont au four et au moulin, il y a des nouvelles données. Et il est important pour nous de vous tenir informés de l'évolution des choses. La conjonctivite, on a découvert chez certains patients des sécrétions, dans les sécrétions oculaires, c'est-à-dire dans l'œil, en un mot, terre à terre, dans l'œil, on a découvert la présence du Covid-19, qui jusqu'ici n'était pas encore avérée. C'est-à-dire qu'on fouillait, quand par exemple on fait le test rapide, pour que vous compreniez, on envoie un tube, on appelle ça en allemand Stäbchen, dans la bouche, donc on fait un prélèvement buccal et nasal. Et c'est ça qu'on envoie au laboratoire, qui est donc passé sous peine fin, on appelle ça le PCR, une technique de... là, ça va encore redevenir très technique. Comment vous dire ça de façon simple? Bref, par des procédés biochimiques spécifiques et microbiologiques, on appelle ça PCR, on peut déterminer donc la présence ou non du virus. Vous comprenez? Jusqu'ici, on prélevait donc dans la bouche et dans les narines. Sauf que il est possible aussi, désormais, parce que le virus a été découvert dans l'œil,
il est possible que le sujet atteint de la pathologie présente dans une conjonctivite. Donc, si vous développez une conjonctivite qui ne s'explique pas parce que peut-être il n'y a pas forcément trop de poussière, et même si ça s'explique a priori par la poussière ou par que sais-je, soyez vigilants. C'est peut-être un élément, un signe d'alerte à ne pas prendre à la légère. C'est peut-être l'occasion pour vous de vous faire diagnostiquer. Évidemment, parce qu'on est en train de parler des symptômes, embrayons sur la thérapie. Oui, tout à fait, un tampon éloigne. Embrayons sur la thérapie. Les laboratoires, une cinquantaine de laboratoires de par le monde sont toujours à pied d'œuvre en train de rechercher de façon ardue, de façon euh, très claire, ce qui pourrait être la solution sur le long terme. Il est important pour moi de signaler aussi à cet endroit précis qu'il y a une autre crainte qui est soulevée. C'est que la pandémie du Covid-19 pourrait devenir comme la grippe saisonnière. Pourrait, je dis bien, c'est le conditionnel. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, il n'est pas avéré qu'on n'aura pas une, après être sorti de cette phase, on aura des pics épidémiologiques. Pendant le confinement, au moins 2 pics. Après le confinement, on aura encore d'autres pics, d'autres montées. Et après tout cela, quand nous aurons réussi, nous serons déconfinés et que nous aurons réussi à sortir de cette phase tumultueuse, il n'est pas encore prouvé, quoi qu'il y aura une certaine immunité présente, il n'est pas encore prouvé qu'on ne fera pas face là à une pathologie qui deviendra récurrente, saisonnière. Donc, c'est pourquoi certains s'emploient à trouver des vaccins. Mais c'est vrai, la recherche des vaccins n'est pas la seule raison. Je veux dire, la possibilité d'avoir une pathologie saisonnière n'est pas la seule raison de la recherche des vaccins. Il faut qu'on se le dise. Il y a beaucoup d'enjeux économiques. Et les laboratoires, bien malin serait celui qui pourrait dire quel laboratoire aura la grosse part, la part du lion. Parce qu'en ce moment, vous imaginez que autant on veut solutionner un problème, autant chacun voudrait être sous les feux des projecteurs, chacun voudrait s'arroger la part du lion. Et ça a un avantage, c'est que tout le monde bosse. Mais l'inconvénient, c'est qu'après, il peut y avoir une montée excessive des prix. On aura donc des philanthropes, entre guillemets, qui viendront nous dire, oui, nous achetons telle quantité de vaccins pour mettre à la disposition des oubliés, des damnés de la terre, de l'Afrique et des autres pays à revenus faibles. Et Dieu seul sait si cela sera fait véritablement à cause d'un élan du cœur sincère ou alors si on utilisera cette voie-là pour plutôt nous exposer à une mutation de la pathologie ou autre. Donc, quand je dis ça, vous comprenez très bien que nous gardons un regard certes sur la recherche, mais nous restons très vigilants. Nous restons très vigilants parce que, bonjour Naomi. Nous restons très vigilants parce que la pathologie, euh, lorsque le problème sera résorbé, il faudra véritablement que l'Afrique, nous continuions à travailler, à développer notre recherche, travailler à ne pas seulement être des spectateurs, mais à être pleinement actifs, à être proactifs, flexibles et s'adapter à l'évolution de la dynamique. Ok, je pense que j'ai répondu là à quelques questions qui m'ont été posées. Alors, en ce moment, l'état des lieux. En ce moment, nous avons pratiquement, nous tendons vers le million. Si je ne m'abuse, nous avons déjà 900 000 cas diagnostiqués, pratiquement, donc presque au million. Nous sommes pratiquement au million, aujourd'hui à la date du 2 avril. Le million de personnes détestées, autant pour moi, dépistées, testées positivement au coronavirus. Nous sommes encore très loin des chiffres de la peste espagnole de 1918, vous voyez, mais l'actualité nous impose une certaine attitude. Parce que figurez-vous que depuis la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde s'accorde à le dire, on n'a pas connu une crise d'une telle ampleur, fût-elle humanitaire ou sanitaire. Donc, c'est un véritable... Nous sommes, pour ceux qui sont confinés, je vous dis, continuez de rester confinés, continuez de respecter les gestes barrières, la distanciation sociale. Réinventons-nous, c'est l'occasion de se réinventer. Je sais que c'est pénible pour ceux qui gagnent leur pain quotidien, en étant dehors, en essayant de... Au jour le jour, c'est pénible, c'est difficile. Nous reviendrons sur les mesures en brossant les différents pays et les mesures qui ont été prises ici et là de façon très succincte pour que vous compreniez que je pense que au-delà de tout, comme je disais, il y a un être suprême qui nous permettra de traverser toute cette phase tumultueuse. Ok, donc
Je salue aussi encore le personnel soignant, le personnel de santé, infirmiers surface, médecins, bref, tous ceux qui, de près ou de loin, sont impliqués activement dans la recherche d'une solution à cette pathologie. Permettez-moi, s'il vous plaît. Hi, grüß dich. Äh, Nee, die wird Anfang nächster Woche. Anfang nächster Woche. So wurde das abgesprochen in der Visite. Anfang nächster Woche, genau. Also sprich Dienstag oder Montag halt. Ne? Ist in Ordnung. Also bei der Frau Pötz den Bericht gesehen? Ah, okay. Ah, super. Sehr gut. Danke dir. Ne? Tschüssi. Alors, je disais, nous aurons aimé également être confinés pour profiter du temps, que ce soit en famille ou nous reposer, mais nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. C'est avec la main sur le cœur. Chaque fois que nous arrivons, nous sommes exposés à des risques, mais nous devons le faire. Si tous nous sommes confinés, qui fera quoi pour l'autre? Nous sommes obligés de nous sacrifier autant que faire se peut. Et je tire vraiment un coup de chapeau à tous les confrères, à tous les collègues, vraiment aux infirmiers, ceux qui sont sur la front line. Parce que oui, il faut payer le prix pour qu'ensemble, nous puissions voir la lumière du soleil. Ok, nous passons donc à la thérapie. Je disais, la thérapie, en ce moment, les laboratoires, une cinquantaine, sont à pied d'œuvre. Mais on continue d'avoir la thérapie à la chloroquine qui reste la chloroquine ou l'hydroxychloroquine ou dérivée 500 mg par jour associé à l'azithromycine qui est un macrolide, c'est-à-dire un antibiotique avec des propriétés bactériennes, certes, mais aussi virales, virologiques. C'est-à-dire que un anti, l'azithromycine, euh, comment dirais-je ça de façon simple? C'est un antibiotique qui agit sur les bactéries intracellulaires. Vous voyez, des bactéries qui sont dans des cellules. Les cellules, l'organisme est fait d'organes. Chaque organe a, de façon infinitésimale, des cellules. Dont la cellule est, si vous voulez, la plus petite unité représentative d'un organisme. Les bactéries qui pénètrent donc dans ces cellules-là peuvent être atteintes par l'azithromycine. Pourquoi? Parce que le traitement, le Covid est un virus. On n'utilise pas d'antibiotiques pour des infections virales. Sauf que l'infection virale peut se transformer en une infection superbactérienne. Et c'est pourquoi on associe l'azithromycine. Vous comprenez? Donc ça reste un traitement expérimental, certes, mais qui nous fait beaucoup de bien parce qu'il est peut-être accessible du point de vue du coût, mais il y aura peut-être aussi là un problème de pénurie, d'approvisionnement, ci et là. Je voudrais quand même, à cet endroit, préciser qu'il faut éviter l'automédication. Parce que la chloroquine, la quinine et les dérivés, bref, c'est un médicament certes connu, comme le disait le docteur Didier Raoul, et tout son état-major à qui je passe un coucou, mais il faudrait rappeler que l'automédication peut entraîner une décompensation du kalium. Kalium en français c'est quoi? Potassium, du potassium. Le potassium. Le potassium chez l'être humain est c'est un électrolyte, c'est une substance qui, dans le corps, c'est-à-dire pour que vous compreniez, vous avez une vue un peu imagée. Quand quelqu'un est en soins intensifs, aux soins intensifs, quand on fait une prise de sang, une NFS, numérotation formule sanguine, on a plusieurs paramètres. Les globules blancs, les globules rouges, etc., etc. Et au niveau de l'électrolyte, on a le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium, qui sont des paramètres importants. Et de tous ces paramètres, le potassium est le plus dangereux parce que lui, lorsque un patient a des valeurs de potassium qui sont au-delà de la norme, il peut très facilement faire un choc. C'est-à-dire que tu as la norme extracellulaire qui va jusqu'à 7. Si dans le milieu extracellulaire, hors de la cellule, par exemple dans le sang, on se rend compte que le potassium d'un patient est à 8, ça c'est létal. 8 c'est létal. C'est létal. Vous comprenez? La norme à l'extérieur c'est 5. Donc dès qu'on est à 6, c'est problématique. 7 c'est problématique. 8 c'est létal. Donc on peut en mourir. C'est pourquoi il faut faire très attention. S'il vous plaît, pas d'automédication. Et ça ne sert à rien.
de courir acheter les stocks d'hydroxychloroquine ou dérivés en pharmacie pour pouvoir... Non, faites-le sous... C'est pourquoi c'est important d'avoir un avis médical. Ne vous gênez pas, écrivez-nous inbox si vous avez besoin d'un accompagnement, mais vraiment, pas d'automédication, s'il vous plaît. Ok, donc nous continuons de penser que ce médicament-là, parce que nous sommes en état de guerre, nous sommes en situation de guerre d'urgence, on fait avec. C'est expérimental, oui. Il y a des effets négatifs, oui, mais les effets positifs sont en ce moment plus avérés, plus utiles que les effets négatifs. Donc c'est toujours une question de balance. Il faut juste trouver l'équilibre. En attendant évidemment que les laboratoires et que la recherche nous fournissent des éléments nouveaux. Donc en état de guerre, on utilise toutes les armes. David a utilisé contre Goliath un caillou parce qu'il a été inspiré. Si aujourd'hui Didier Raoult, et puis avant lui en Chine et même comment s'appelle, en Thaïlande, ce médicament a fait ses preuves. Et si sur les sujets tels qu'en Tunisie, au Maroc et même au Cameroun, partout ailleurs, les gens utilisent ça et que ça a des effets positifs, après prescription et avis médical, pourquoi ne pas? Nous sommes en état de guerre, nous sommes en situation de guerre contre un ennemi invisible. C'est une espèce de guerre asymétrique, mais encore plus, au-delà d'être une guerre asymétrique, c'est une guerre contre un ennemi imprévisible et pas véritablement connu. Ok, donc ça c'est pour ce qui est de la thérapie. C'est vrai que autant je dis que la thérapie là doit être, qu'on doit continuer à être prise, autant je voudrais rappeler que Tedros Adhanom Ghebreyesus, c'est comme ça qu'il s'appelle, le directeur de l'OMS, a dit que l'histoire de la médecine est parfois jalonnée, autant pour moi, des armes de traitement qui ne marchent que sur le papier ou dans les cuvettes, dans les tubes à éprouvettes. C'est-à-dire que, mais pas sur les humains. En fait, il émettait là quelques restrictions par rapport à l'efficacité de ce médicament. Oui, mais nous avons envie de lui dire qu'autant il est le patron de l'OMS, autant il souhaiterait que les recherches aillent jusqu'au bout avant qu'on ait un médicament. Autant nous avons un peuple qui se meurt et nous ne pouvons pas attendre, nous allons prendre les risques qu'il faut. De toute façon, l'humanité n'a jamais été changée par les peureux, l'humanité n'a jamais été changée par les gens qui n'ont pas osé. Autant nous voulons rester déontologiquement et scientifiquement corrects, autant nous pensons qu'il faudra prendre des risques. Il faudra prendre des risques. Il faudra prendre des risques. Et Didier Raoult en a pris quelques-uns, tout comme ceux qui, au quotidien, prescrivent ça à leurs patients. Et nous pensons que c'est une bonne chose. S'il vous plaît, pas d'automédication. Donc alors, nous sommes à pratiquement 43 000 décès. En ce moment, nous atteignons la barre de 50 000 décès. 50 000 décès sur le million de personnes diagnostiquées. Non, oui, qu'est-ce que je dis? Il ne faut pas que je raconte des bêtises. Oui, 50 000 décès, voilà, sur le million de personnes diagnostiquées. Et faisons un état panoramique. En France, ils ont traversé la barre de 4 000 morts. En France, et aujourd'hui, on voit les transferts par train médicalisés et autres. Quand je vois ça, je me demande, qu'en sera-t-il de l'Afrique? Il faut aussi apprécier la collaboration qu'il y a entre les pays de l'Union européenne. La France qui envoie des patients en Allemagne, qui envoie des patients en Autriche, patients pour des réanimations et autres, parce que chez eux, il y a une implosion, une suffocation au niveau des urgences. C'est aussi ça la solidarité. En Italie, on a plus de 100 000 cas détectés, pratiquement 11 600 décès. La contagion continue d'être ralentie en Italie. Et pour la première fois en Lombardie, c'est-à-dire la région qui était même l'épicentre avec Bergamo, dont je vous parlais la dernière fois en Lombardie, près de Milan, on a un ralentissement de la propagation du virus. Ça, c'est pour ce qui est de l'Italie. Oui, l'OMS s'inquiète de la progression très rapide de la pathologie. L'OMS s'inquiète parce qu'il y a une escalade rapide. Il y a une escalade rapide. Et comme je disais, avec 1 million de cas et le confirmé et 50 000 décès, vous voyez pratiquement 50 000 décès, vous voyez qu'il y a de quoi tirer les sonnettes d'alarme et comprendre qu'effectivement, ce n'est pas qu'une affaire des autres, c'est une affaire de tout le monde. On a en ce moment, aux États-Unis par exemple, l'État de New York qui est devenu un État fantôme. Nous avons eu le privilège d'y être il y a 3 mois, je crois 3 mois et demi. Nous étions de ce côté-là. New York, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une mégalopole. Ça dit qu'on ne parle pas d'une métropole, mais d'une mégalopole, je crois, avec 12 millions d'habitants. Vous voyez que 12 millions d'habitants, c'est pratiquement tout un pays. Le Gabon a 2 ou 3 millions. C'est plusieurs pays dans seulement l'État de New York. New York, et vous avez le Connecticut à côté. Là-bas, ils ont pratiquement atteint, dans tous les États-Unis, 200 000 cas. Et à New York, il y a un mort toutes les 3 minutes. Un mort toutes les 3 minutes, c'est vous dire que la pathologie est sérieuse. Et alors,
autant il y a des mesures qui sont prises au niveau des États, autant il y a euh, la bataille pour l'acheminement du matériel de protection, gants, blouses, masques. Et ça, c'est valable à New York, aux États-Unis, en Europe et en Afrique. C'est-à-dire que l'acheminement du matériel, pour ceux qui n'en ont pas, et quand même il y en a, il n'est pas suffisant, reste un véritable problème. Tenez par exemple le Cameroun. On a au Cameroun, pour un patient, en moyenne, il faut 300 000 francs CFA. 300 000 francs pour un patient en soins intensifs. Parce que, rappel mémoire, le coronavirus, c'est 80% de patients présentent des symptômes légers, 15% présentent des symptômes qui nécessitent un suivi médicalisé et 5% sont des cas critiques. Et c'est les cas critiques-là qui sont donc en soins intensifs qui nécessitent ceux qui sont en distress respiratoire, qui nécessitent un suivi. Et pour ces personnes-là, il faut donc des lits. Alors, à l'hôpital central, qui a par exemple une capacité de, l'hôpital central a une capacité de, je crois, 10 bouteilles d'oxygène, 10 litres d'oxygène par jour, c'est-à-dire que en journée, quand tout se passe normalement, l'hôpital central de Yaoundé peut fonctionner avec 10 litres, 10 bouteilles d'oxygène. Et si donc un seul patient a besoin de 4 bouteilles, vous comprendrez que l'hôpital central ne peut en temps normal que recevoir 2 patients et demi. Parce qu'un patient prendra 4 bouteilles d'oxygène, un autre 4, ça fait 8. Et le deuxième patient n'aura que 2 bouteilles de disponibles. Donc 10 bouteilles ne suffisent qu'à peine pour 2 patients et demi. Vous comprenez donc pourquoi il est important de mettre l'accent sur les techniques de prévention. Parce que si on ne met pas l'accent sur les techniques de prévention, nous serons saturés. L'hôpital central, qui est quand même un hôpital de référence, ne peut qu'à l'état actuel prendre 2 à maximum 3 patients en charge. Et à ça, il faut ajouter que le nécessaire, le matériel, les gants et tout ça, les blouses, les cosmonautes, tout ce qu'il faut là, ont un coût évalué à plus ou moins 300 000 francs. Vous comprenez donc que l'enjeu est sérieux. L'enjeu est sérieux. Au-delà du fait que nos mamans, nos bayamstelam, nos sœurs ne peuvent pas vaquer à leurs occupations quotidiennes. Ceux de l'avenue Kennedy, pour le cas du Cameroun, et des petites ruelles en Afrique, ci et là, qui ne peuvent pas assurer que la famille sera à l'abri des besoins quotidiens, doivent en plus faire face de ça lorsqu'ils ont des cas, à la nécessité de débourser la somme de 300 000 si cela n'est pas pris en charge. Vous comprenez que nous sommes dans une réelle bataille. Ok, donc je disais les États-Unis, avec l'État de New York, le Connecticut et la Floride, ceux qui connaissent le Miami Beach, sont en ce moment véritablement en train d'être suffoqués. Et il y a d'ailleurs, au niveau de New York, un grand hôpital de campagne qui a été construit en plein centre-ville pour recevoir les cas de coronavirus. Mais regardez, ça c'est des choses qu'ils font de ce côté-là. Qu'en est-il donc de nos pays en Afrique qui ne peuvent pas le faire? En Chine, à Wuhan, de là où tout est parti, ils ont dit, les autorités chinoises ont dit qu'on avait 3314 décès en Chine et il y a un retour progressif à la normale. C'est vrai qu'il y a eu des doutes qui ont été émis par rapport au total des décès en Chine, mais qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Que ce soit plus, que ce soit moins, la vérité est que les Chinois ont réussi à contenir la propagation de la pathologie et aujourd'hui il y a une nette amélioration. C'est tout à leur mérite. En Afrique du Sud, nous avons plus de 1300 cas. Lorsque nous allons maintenant en Afrique, nous avons plus de 1300 cas et 2 décès. Les quartiers sont quadrillés. Il y a des patrouilles de policiers dans les townships. Soweto, je salue mes amis comme ça en Afrique du Sud. Mais par contre, je voudrais que nous fassions très attention. Le problème principal, l'ennemi principal, c'est le Covid-19. Mais à côté de ça, ne réveillons pas les vieux démons. Parce que gardons à l'esprit que nous sommes dans une bataille idéologique, géostratégique, géopolitique. Ne donnons pas le fouet à nos ennemis d'hier ou d'aujourd'hui pour qu'ils nous fouettent. Ne réveillons pas les vieux virus. En Afrique du Sud, mais j'ai été totalement offusqué de voir que des populations subissent des humiliations. Ce n'est pas normal. Évidemment, si les gens ne s'en tiennent pas aux règles de confinement et autres, il faut des mesures coercives, il faut des mesures contraignantes. Je suis d'accord avec ça. Il faut une fermeté, il faut un état d'urgence au besoin. Je suis d'accord avec ça. Mais par contre, il ne faudrait pas qu'on utilise, par exemple, comme ça a été le cas, le Jambox Matraque, qui rappelle des moments de la haute ségrégation en apartheid et de l'apartheid aux États-Unis, où on n'entrait que dans les townships, principalement chez les Noirs, pour les matraquer, pour les fouetter, demandant leur carte nationale d'identité. Là, ça révèle les vieux démons. Et c'est déjà un pays, parlant de l'Afrique du Sud, qui n'est pas à l'abri du gangstérisme
du fait que la richesse du pays soit entre les mains de la minorité et la majorité croule, du peuple croule donc sous le poids du prolétariat. Faisons très attention. Faisons très attention par rapport à ça. Faisons très attention par rapport à ça. Donc, oui, combattons contre le coronavirus, mais évitons de réveiller les vieux démons. Ça, c'était pour ce qui est de l'Afrique du Sud. Entrer dans les maisons et demander les CNI, c'est pas vraiment. Et population, confinons-nous. Confinons-nous, réinventons-nous. Et c'est peut-être le moment d'imaginer, d'avoir des idées nouvelles, d'imaginer autre chose, de penser à autre chose, de revoir sa vie autrement. Eh bien, moi, j'étais très content hier après le boulot. Une journée dure, laborieuse, de marcher dans les rues de l'Allemagne et voir que tout était désert. J'ai dit, waouh, nous sommes là 100 siècles en arrière. Enfin, 100 siècles. 3 siècles en arrière. Mais j'ai jamais vu ça. Tout était fermé. À peine on voyait des rats de laboratoire se balader. Comme quoi, je me suis dit, donc on peut mener une vie sans faire fleurir, sans éléments inutiles. On peut mener une vie où nous revenons à l'essentiel. Ah oui, c'est possible, hein? C'est possible. C'est possible. C'est possible. Alors en Inde, il y a un exode massif. Il y a un exode massif en Inde. C'est la course, une course désespérée. Vous voyez, les gens se sont plaints de l'exode rural. Les populations qui quittaient en Afrique et dans les pays, pour parler comme disait Alfred Sophie, tiers-monde. Les autres rurales, les gens quittaient de la ville, des villages autant pour moi, pour aller vers la ville. Aujourd'hui, il y a l'exode urbain. Et les populations en Inde disent non, nous rentrons chez nous pour la simple raison que nous sommes confinés, nous n'arrivons plus à travailler, mais nous voulons rentrer dans nos villages parce que nous allons travailler la terre. Et là, j'ai envie de dire que oui, ceux qui ont toujours pensé que la terre ne trompe pas, la terre ne déçoit jamais, ont véritablement raison. C'est peut-être le moment aussi de penser davantage à revenir au travail de la terre. On avance dans une civilisation progressiste, mais n'oublions pas ce qui peut constituer des socles nécessaires pour la relance de notre économie. Je dirais d'ailleurs, il est intéressant de voir que dans la Bible, dans la tradition judéo-chrétienne, toutes les promesses qui ont été faites aux hommes de la foi autrefois n'étaient jamais vous aurez des maisons belles, des maisons huppées. C'était toujours la terre, la promesse de la terre. Les gens se battaient, même lorsqu'on revient dans l'histoire antique précoloniale africaine, on voit que lorsque des peuples se livraient la guerre, un empire contre un empire, quand un chef traditionnel, un chef religieux, un chef de guerre gagnait son protagoniste, ce qu'il faisait, c'est qu'il l'assujettissait et il prenait des terres. C'est l'occupation des terres. Parce que la terre ne change pas. Même s'il y a une dévaluation sur le plan économique, par exemple, ce sera peut-être le cas après cette pandémie, il y aura une inflation économique. Je vous assure, ceux qui ont les terres ne souffriront de rien parce que la terre n'est jamais dévaluée. Par contre, l'argent perdra sa valeur peut-être. Vous comprenez donc que si vous avez de l'argent, il serait peut-être temps de réfléchir à transformer cet argent en or ou alors à investir dans les terres. Parce que la terre a toujours été de tout temps la promesse que Dieu faisait aux hommes de la foi, la terre ne trompe pas son homme. Revenons aux valeurs essentielles. Donc en Inde, il y a un exode massif, les gens rentrent vers leur village parce qu'ils cherchent comme ça à se mettre à l'abri, et voilà. On continue avec l'Afrique, on fait notre tour d'horizon. En Afrique, nous avons malheureusement le 50e pays, la Sierra Leone, qui a été également touché. La Sierra Leone a eu un cas signalé hier. Donc là, on a 175 décès et 331 guéris. Parce qu'on nous parle dans les médias seulement des contaminés, des personnes mortes, des ceci. Oui, mais on peut aussi nous parler des personnes qui guérissent. Ça ne fait pas de mal. S'il y a un agenda impérialiste caché, parce que comme je dis, les Américains disent « No crisis should go to a waste ». S'il faut utiliser cette situation pour imposer un agenda, un ordre mondial nouveau, ne soyons pas quand même de mauvaise foi. Et disons aussi, parlons aussi des cas qui guérissent. Il y a certaines chaînes que moi je n'allume jamais, que je zappe systématiquement. Et toutes les informations que moi je vous donne, je les prends en général pour que vous le sachiez, puisqu'il y a plusieurs sources d'informations.
Mais il faudrait aller au niveau des sources fiables. Et il y a des revues scientifiques sérieuses. Pour ceux du domaine, il y a des revues scientifiques sérieuses et nous savons que chaque corps de métier a des revues scientifiques sérieuses, desquelles des informations en général sont relayées. Et c'est ces informations-là qui sont données aux politiques. Et par la suite, les politiques maintenant, eux, ils viennent vous dire, oui, suite, très souvent ils ne disent même pas. Ils ne disent même pas, suite aux informations que les scientifiques nous ont données, les médecins nous ont données aujourd'hui, les chercheurs, il faudra ajuster la thérapie de cette façon, ou bien il faudra faire ci, il faudra faire ça. Ils ne viennent pas vous dire ça. Ils viennent juste vous dire, moi tel, moi ministre de tel, moi président de ceci, je décide. Un confinement de 2 semaines. Ça va vous expliquer la loi émanante, c'est-à-dire les raisons sous-jacentes. Ils ne décident qu'après avoir une autre avis, après avoir eu des avis d'experts. Parce qu'il y a des gens qui parlent ex-quality. Évidemment, on ne peut pas empêcher à chacun de se lever et parler, mais il faut comprendre qu'il y a un besoin d'avoir des informations justes et bonnes. Ok, on fait le tour de l'Afrique. Au nord du Mali, 93% des installations hospitalières ont été détruites pendant la guerre. L'eau potable et le savon sont rares. On parle là du Mali. Mais à mes frères maliens, ne perdez pas espoir. Lorsque ça bat le désespoir, se lève l'espoir des persévérants. En Côte d'Ivoire, je ne parle que des éléments qui sont intéressants. En Côte d'Ivoire, on utilise des haut-parleurs pour relayer les informations dans les zones locales et on le fait, que ce soit en français, que ce soit en langue locale. Et là, j'apprécie nos compatriotes du Cameroun, ce quartier de l'Afrique ou cette ville de l'Afrique, parce que retenez bien que dans nos élans panafricains, nous considérons l'Afrique comme un pays et les différents pays, entre guillemets, comme des villes. Donc, dans la ville de Côte d'Ivoire, il y a des quartiers et dans ces quartiers, par exemple à Azani-Awa, on a vu des chefs religieux, des chefs traditionnels, relayer des informations, rassembler la population et leur dire lavez-vous des mains, utilisez des méthodes de barrière, des mesures, c'était la distanciation sociale, ce qui n'est pas facile pour une famille de 9 à 14 personnes vivant sous un toit. Mais nous continuons de penser que nous vaincrons. Donc, félicitations à la Côte d'Ivoire, l'utilisation des haut-parleurs. Vous voyez qu'il faut être créatif et ça c'est bien. Au Sénégal, un instant. Allô? Ja, meneer. Ja. Das könnte allergisch bedingt. Wir sollten dann rausfinden, von welchem Medikament das mal herkommt. Das hatte er nicht vor dem stationären Aufenthalt. Allerdings, das Problem ist, das könnte auch mal alkoholinduziert sein. Allerdings, den Juckreis ist das, was mich dabei stört. Wir werden, ja, genau, und ihr seid 2 Tagen, richtig? Genau, vielleicht können wir gucken, dass wir da einfach mengenmäßig das reduzieren und wirklich nur geben, wenn er das nötig hat. Es kann von einem von diesen Medis kommen. Allerdings werde ich gucken, dass er vielleicht Phenestil kann er erstmal kriegen, mal so anreiben. Das Problem ist, das ist ubiquitär, sprich am ganzen Körper. Ne, Scarabis ist es nicht. Ne, per se nicht. Sieht nicht so aus. Ne? Vielleicht mal Phenestil geben. Ich habe ihm gesagt, ich gehe nochmal auf ihn zu und dann. Genau, ja, da müssen wir gucken, ob wir den vielleicht viel mehr mit Meperon. Das Problem ist, der kann nicht genau sagen, wann das angefangen hat. Ne? Okay, geh mal dran. Ich melde mich dann später. Jo, bis dann, tschüss. Euh, Amen, amen. Bonjour Mohamed, bonjour. Bonjour depuis Istanbul, bonjour. Et Bemix, bonjour mon petit frère. Bonjour Israël Stone. Oui, le Dieu d'Abraham, Moïse et d'Isaac. Le Dieu de l'Afrique, le Dieu de Compagnie Moulema a son trône en Afrique. Oui, je le crois également. Sauf que Dieu n'a pas créé, n'a pas créé un monde fini. Il nous a donné le pouvoir de continuer l'œuvre de la création par l'usage de l'intelligence. Et c'est de ça qu'il s'agit. Autant nous savons que Dieu est là, il dit que 1000 tombent à notre gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints.
Et si même nous sommes atteints, il dit également que nombreuses seront les afflictions du juste, mais l'Éternel Dieu l'en délivrera de chacune d'elles. Et chaque délivrance, chaque étape vers la prochaine sera un miracle. Donc, comme quoi, oui, le Seigneur nous soutient, mais nous avons notre part de responsabilité. Alors, au Sénégal, on a 175 cas, il y a un couvre-feu étatique qui a été imposé. Nous avons 40 guéris au Sénégal. Malheureusement, nous avons le décès du très célèbre. Bonjour, Brice Mbacho, bonjour mon petit. Le décès du très célèbre Pape Diouf, ex-président de l'OM, à qui nous rendons un vibrant hommage. Pape Diouf, 68 ans, il s'en est allé. Vous voyez, Pape Diouf ne représente pas quand même la classe sociale sénégalaise la plus affectée du point de vue de l'aisance financière. C'est un monsieur qui avait quand même un certain nombre de moyens. On préparait un avion médicalisé pour le renvoyer en Europe, mais le destin a voulu autrement, a voulu qu'il en soit autrement. C'est dire que personne n'est à l'abri. On peut avoir tous les moyens nécessaires financièrement parlant, mais on peut être au mauvais endroit, au mauvais moment. Je ne dis pas que le Sénégal c'est le mauvais endroit. Je veux juste dire par là que nous gagnerons à agir de façon concertée dans la prévention, parce que nous ne serons libres tous. Personne de nous ne pourra bénéficier et jouir de sa liberté individuelle. C'est la liberté collective qui constituera notre salut. Parce que nous avons évidemment, quelqu'un peut être à l'abri, mais sa famille n'est pas à l'abri. Donc comme quoi, nous sommes en plein dans la bataille. Au Congo, je parle là du Congo au Brazzaville, nous avons 22 cas, un exode rural, exode urbain, une auto-isolation très difficile parce que les gens ont du mal à gagner leur vie. Mais il y a des sacs de foufou et de farine de manioc qui ont été distribués aux populations. C'est déjà intéressant, c'est-à-dire que l'État essaie autant que faire se peut avec les moyens qui sont les leurs de faire quelque chose. Vous voyez? Donc, petite précision avant de continuer avec le panorama des pays de l'Afrique. Pour revenir encore sur la thérapie, les toxicologues s'accordent à dire qu'en ce moment, il y a également d'autres traitements possibles qui sont en train d'être explorés, c'est-à-dire les antiviraux et les rétroviraux même, les antirétroviraux. Mais il faut tester d'abord leur efficacité et puis leur innocuité, c'est-à-dire leur capacité de nuisance. C'est pourquoi il faut être patient. Il faut être patient. Nous sommes dans une course de, comment on appelle ça, c'est pas le 100 mètres à la Usain Bolt, c'est la résistance. C'est un marathon qui sera long, mais il ne faut pas perdre l'énergie en route. Voilà. La Croix-Rouge dénote en Afrique et dans les pays à développement, à revenus intermédiaires et revenus très bas, une absence criarde de système sanitaire robuste, ça nous le savons tous, un manque d'eau potable, nous le savons également, ce n'est pas une nouveauté, mais nous continuons à dire que nous devons adosser nos stratégies de combat sur la sensibilisation et les gestes barrières, parce que c'est la prévention qui sera la clé. Vous savez, en Chine, avant cette pathologie, le meilleur médecin chinois n'est pas celui qui a beaucoup de patients. En Chine, le meilleur médecin, c'est celui qui a peu de patients. Parce qu'on part du principe que si tu as peu de patients, c'est parce que tu es tellement bon et l'état de la médecine est tel qu'il n'est pas nécessaire que beaucoup de patients viennent chez toi. C'est souvent un peu le regard, c'est le contraire chez nous. C'est-à-dire qu'un médecin a beaucoup de patients, on voit qu'il est bon. Oui, c'est le contraire chez nous parce que nos systèmes de santé sont aussi différents. Mais c'est pour vous dire que il y a un réel besoin quand même d'accorder nos violences à ce niveau. Alors, nous faisons une lecture rapide et succincte. Afrique face à la pandémie. Le premier cas en Sierra Leone, on l'a dit, en République du Congo, des cas positifs, nous en avons parlé. En Éthiopie, il y a eu un report des élections. Les élections ont été reportées en Éthiopie. Ça fait quand même montre du fait que les gouvernants ne sont pas totalement insensibles. En Guinée, on a baissé le prix du carburant parce que les gens ne peuvent pas vaquer à leurs occupations. Du coup, les revenus sont en stagnation et il y a une nécessité de juguler la crise. Le président kenyan a présenté ses excuses parce que justement, les populations se sont fait matraquer, un peu comme en Afrique du Sud. Il y a eu un couvre-feu qui a été instauré, mais l'utilisation des gaz lacrymogènes et les bastonnades qui ont été infligées aux gens à Kisumu, à l'est du pays, et à Mombasa, sont telles que il y a eu un enfant de 13 ans qui a été tué par balle sur le balcon. Et vous voyez, nous sommes en pleine guerre contre un virus invisible. Et si nous créons encore de telles bévues,
ce n'est pas pour redorer l'image de, de notre Afrique, notre pays, l'Afrique. Donc le Kenya a jusqu'ici recensé 59 cas de coronavirus et un mort. Alors, parlons du Cameroun. Un fonds de solidarité nationale au Cameroun a été, dans un communiqué lu mardi par le Premier ministre Joseph John Gouté, a été évoqué pour financer les opérations de lutte contre la propagation de la pandémie dans le pays. Chers Camerounais, et là je m'arrête. C'est bien que ce fonds de solidarité nationale a été voté. Mais nous connaissons l'état d'avancement de la corruption, des corrompus et des corrupteurs. Alors la question que je me pose et que je nous pose, qui bénéficiera de cet argent? Comment entrera-t-on en possession de cet argent? Quel mécanisme de recensement va-t-on utiliser pour s'assurer que cet argent arrive véritablement dans les mains de ceux qui en ont besoin? Parce que si on nomme un directeur de projet qui est encore censé décider de qui prendra l'argent, qui bénéficiera de ceci, ouais, on va se retrouver avec très peu d'argent dans le panier de la ménagère et celle qui en a même le plus besoin. Et donc les gens seront, malgré toute la bonne volonté, ils diront, nous sommes de toute façon déjà morts. Que nous allons au marché, que nous vaquons à nos petits jobs, ou pas, nous sommes de toute façon déjà morts. Que nous mourons du coronavirus ou d'autres choses, nous sommes de toute façon déjà morts. Et vous voyez, donc j'en appelle à tous ceux qui seront impliqués dans la chaîne de répartition de cet argent. S'il vous plaît, pour une fois, au nom de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, au nom de votre amour propre, pensez à vos compatriotes qui effectivement en sont dans le besoin. Ne pensez pas qu'à vous. Ne pensez pas qu'à vous. Espérant que ce fonds de solidarité nationale parviendra donc aux nécessiteux, on aura comme ça aussi une possibilité d'endiguer. Les Soudanais sont en colère. Les Soudanais sont en colère parce que le pays compte officiellement 7 malades et une guérison. Mais il y a beaucoup de Soudanais qui sont bloqués en Égypte. Vous voyez que dans chaque pays, il y a des avancées, mais il y a aussi des challenges. Pourquoi je fais cette lecture panoramique? C'est pour vous montrer que nous sommes tous concernés. En Algérie, on accorde la grâce présidentielle aux prisonniers. Oui, parce qu'il faut désengorger les prisons. Imaginez-vous un seul instant qu'on a une explosion des cas dans les milieux carcéraux, autant pour moi. En milieu carcéral, si on a seulement une personne atteinte, diagnostiquée positive au coronavirus ou bien atteinte du virus, porteuse du virus, vous imaginez la propagation, vous imaginez l'expansion exponentielle, potentielle dans les milieux carcéraux? C'est peut-être l'occasion d'alléger, de libérer ceux qui sont condamnés depuis sans raison. C'est peut-être le moment de les libérer. Soit par grâce présidentielle, soit par décret, soit par le vote d'une loi. Peu importe la manière, on peut les libérer. Donc pendant qu'on pense au confinement, comment vont-ils se confiner en prison? Mais là, c'est l'âme du panafricain qui vous parle. C'est l'âme du guide spirituel qui vous parle. Quel est leur destin en prison? Peut-être faudrait-il gracier toutes les personnes qui sont condamnées injustement, ou bien toutes les personnes qui sont en attente d'un procès interminable depuis longtemps. On pourrait y réfléchir. Les pauvres ont manifesté en Tunisie. Les pauvres continuent de manifester. Les quartiers populaires autour de la capitale, où des gens réclament que le droit, ne demandent que le droit de continuer à leurs activités. Ils sont mis à mal. La Tunisie a également libéré 1420 détenus. Et il y a encore 23 000 incarcérés dans les prisons du pays qui en réalité ne disposent que 18 000 places. Le pays compte 394 cas, un décès au Covid-19. En Libye, on a assisté, le pays du très cher frère, paix à son âme, du guide de la Jamaïhara arabe libyenne, El Haj Muammar Kadhafi. En Libye, on a noté la disparition d'un homme à l'est du pays, d'un médecin, qui a été convoqué par un général de l'armée nationale libyenne,
dirigé par Khalifa Haftar, le docteur Mohamed Arjam, qui avait critiqué les mesures préparatoires pour lutter contre le coronavirus. Et parce qu'il a critiqué les mesures prises par le gouvernement, il s'est vu enlever. Vous voyez que nous sommes dans une guerre, mais il y a d'autres guerres. Ça me fait penser à ce que nous vivons ici à l'hôpital. Nous nous rendons compte qu'il y a une bascule. L'épicentre des pathologies est basculé. Et ça, c'est problématique. Autant les patients du coronavirus ont besoin d'aide, autant il ne faut pas oublier les autres urgences médicales. Oui. Donc nous sommes sur une bataille multifrontale. Nous avons plusieurs fronts. Et nous devons apprendre, toute proportion gardée, à ne pas nous jeter dans la bataille sans prendre un certain recul, parce qu'il sera important pour nous d'avoir assez de ressources pour la suite. En Ouganda, dans les trafics d'influence, en Libye, au Cameroun et partout ailleurs, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, faisons attention. Personne n'est éternel. Nous sommes tous périssables. Nous sommes tous des êtres de chair appelés à mourir. Souvenons-nous de ça. En Ouganda, il y a eu censure de la chanson de l'opposant Bobby Wine. Vous voyez, mes collègues artistes ici et là, beaucoup ont eu l'occasion d'entrer en studio, faire des chansons pour sensibiliser par rapport au coronavirus, que ce soit en RDC, Olomide Kofi, que ce soit au Cameroun, j'ai vu un truc de pas mal d'artistes. C'est bien de sensibiliser. J'ai vu d'ailleurs un son aussi de mon petit frère, Lucky Plus 2, à qui je passe un coucou. C'est bien de sensibiliser. C'est bien. Utilisons tout ce qu'on peut faire pour sensibiliser. Mais essayons aussi de prêcher par l'exemple. Donc Bobby Wine, sa chanson a été censurée alors qu'elle était déjà virale sur les réseaux sociaux. C'est un opposant. Et lorsque politique et art se mêlent, très souvent, il est difficile d'en démêler les chevaux. Le président botswanais était en quarantaine. Le chef d'État Mokwetsi Masisi a pu sortir de la quarantaine ce mercredi. D'ailleurs, comme Angela Merkel qui était en quarantaine depuis son discours et qui travaille maintenant par téléprocessus. Je profite de cet endroit pour marquer encore un temps d'arrêt et dire, vous voyez dans les pays occidentaux, en hexagone, en ce moment, c'est le téléarbeit, comme on dit en allemand. C'est les modes opérationnels, les techniques usitées pour travailler, c'est le travail à distance, le home office, téléarbeit, home office. Ça s'appelle, il y a plusieurs façons d'appeler ça, mais c'est la même chose en réalité. C'est peut-être le moment encore de se mettre au goût du jour et de voir comment développer les techniques de travail qui ne nous permettent pas toujours d'être présents physiquement, ou bien tout au moins d'y penser. On a une croissance en berne au Niger. Au Niger, on a une croissance en berne. Comme quoi le coronavirus nous contraint avec pas mal de restrictions. Donc, je pense que là, on a fait un tour d'horizon. On prévoit, en ce moment, les prévisions disent qu'on aura plusieurs millions de contaminés. Mais nous espérons que nous trouverons des solutions en temps réel. On refait un bond en Asie. En Asie, les autorités iraniennes parlent de 138 décès. C'est l'un des pays les plus touchés de la maladie et c'était l'un des pays où la pathologie a... D'ailleurs, les premiers pays à avoir été touchés. Les États-Unis, le président iranien a dit, ça c'est une blague géopolitique, que les États-Unis ont raté une opportunité historique de lever les sanctions contre Téhéran du fait de la pandémie. J'en ris un peu. Au Japon, on a annoncé que les voyageurs en provenance des États-Unis, de la Chine et la plupart de l'Europe se faisaient refuser l'accès au territoire. Les Royaumes-Unis, l'Australie, la Corée du Sud, un grand nombre de pays de l'Asie du Sud-Est également se voient refuser l'entrée au Japon. La mesure entre en vigueur dès demain, 3 avril. Tokyo a déjà bloqué les arrivées de plusieurs pays européens, provenant de plusieurs pays européens, de la Chine et de la Corée du Sud. Au Kyrgyzstan, le ministre de la Santé a été limogé.
après les critiques de son président sur les efforts insuffisants pour empêcher la propagation. Donc vous comprenez qu'au cas du Cameroun, quand vous voyez le ministre de la Santé, Malaché, se déployer comme il se déploie, c'est dommage que dans la communication, on mette toujours en avant seulement le nombre de décès et tout, mais je crois que depuis hier, j'ai vu un changement relatif, parce qu'on parle aussi des personnes qui ont été guéries et des personnes qui ont été soulagées. Bref, c'est de leur rôle. Il y va. C'est inhérent à leur tâche de rassurer les populations, de communiquer constamment. C'est émanant, c'est étroitement lié à la fonction régalienne qui est celle de nos gouvernants, à savoir, ou de l'État, à savoir rassurer les populations en temps de crise. Je vais terminer par cette note de pénurie alimentaire annoncée. Mais là, je vais d'abord parler d'une histoire personnelle. Je me suis rendu dans un supermarché hier pour faire quelques achats, en prévision évidemment aux pénuries annoncées. C'est vrai que la chancelière Angela Merkel a dit que pour ce qui est de l'Allemagne, le pays pourrait vivre pendant 6 mois sans apport venant de l'extérieur, même si toutes les communications s'arrêtaient avec l'extérieur en termes de ravitaillement. Chaque Allemand ou chaque citoyen vivant sur le territoire allemand, plus de 80 millions de personnes, serait nourri comme d'habitude pendant 6 mois sans intervention de l'extérieur. C'est bien, c'est pour ce qui est de l'Allemagne. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres pays, mais je suis convaincu que mon pays, l'Afrique, et les différentes villes de l'Afrique, Cameroun, Côte d'Ivoire, etc., ne peuvent pas parler avec autant d'assurance. Nous ne voulons pas dire que c'est la faute de tel ou de tel, mais nous pensons tout simplement que l'occasion nous est donnée de réfléchir et éviter de vivre toujours sur le mode urgence, urgence, urgence. Utilisons le temps que nous avons pendant cette crise pour penser l'Afrique, pour penser notre avenir, pour penser notre devenir. La Bible déclare que l'homme prudent prépare l'avenir de ses enfants jusqu'à la 3e génération. Ça ne veut pas dire qu'on accumule l'argent dans les banques. C'est pas ça. Ça veut peut-être dire qu'on acquiert des terres, on fait des choses, on se déploie. Et retenez ceci, personne de nous ne sera libre tant que nous serons tous libres. Je le redis encore. Comme quoi, je ne parle pas là d'une catégorie de personnes, mais je parle de tout le monde. Donc, l'ONU est concernée par le fait que l'ONU, la Tunisie, a mis ses 14 partenaires du Conseil de sécurité un projet de résolution, une action internationale urgente pour limiter l'impact, parce qu'il faut voir comment juguler la pénurie alimentaire annoncée. C'est pourquoi la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, et l'agriculture, oui, l'Organisation mondiale de la santé, en abrégé l'OMS, et l'Organisation mondiale du commerce, dont la FAO, l'OMS et l'OMC, avec leurs chefs respectifs, le chinois Du Kudongyu, Tedros Adhanom Ghebreyesus de l'OMS et puis le Brésilien Roberto Azevedo de l'OMC, estiment qu'il est important de continuer à assurer des échanges commerciaux afin d'éviter les pénuries alimentaires. Je suis entré hier dans un magasin, je disais tantôt, pour faire des courses. Cherche la farine, c'est terminé. Le lait, c'est à peine si on en trouvait. Bref, les gens ont peur et ceux qui ont les moyens financiers font des achats en grande quantité, stockent dans leurs bunkers respectifs. Sauf que le citoyen qui arrive après trouve qu'on a ravitaillé, approvisionné le magasin il y a quelques jours, mais déjà, il y a une pénurie. Il y a donc une autre information qui est en vogue depuis ce matin. Dans l'état du nord-ouest de la Rhénanie-Westphalie, Nord-Rhin-Westphalie, NRW en Allemagne, le nord-ouest du pays, les achats ne se font plus, à partir d'aujourd'hui je crois, les achats ne se font qu'en tenant compte du nombre de têtes dans les foyers. Ne me demandez pas comment ils vont vérifier ça, je pense que l'application aura quand même quelques problèmes, mais on note quand même une volonté manifeste de prendre un certain nombre de mesures afin que tout le monde puisse tirer son épingle du jeu. Et c'est peut-être ça qu'il faut comprendre. Cette bataille contre le coronavirus nous rappelle la notion fondamentale de vivre ensemble, la nécessité d'unité d'action par opposition à l'égoïsme, l'égocentrisme qui avait déjà pignon sur rue dans nos vies. Même les pays africains qui hier étaient vantés pour leur solidarité, leur solidarisme, j'ai failli dire, pour leur unité d'action, leur unité sociale et collective, sont mis à mal aujourd'hui.
La culture d'hier, où en Afrique, on était rassuré que oui, quand on va chez le frère, même si on n'a pas calculé l'heure du midi pour manger un bout, on sait quand même que non, le frère va nous donner un peu à manger parce que, euh, voilà, nous sommes solidaires, nous nous soutenons. Aujourd'hui, c'est plus ça. Tu arrives quelque part, quelqu'un mange, il te regarde. Il ne te propose même pas un thé. Vous voyez? Donc aujourd'hui, il y a quand même une recrudescence. Notre solidarité a été mise à mal. Donc il est peut-être important aussi que le Covid-19 nous ramène à de meilleurs sentiments. Les restaurants, les espaces de plaisir, s'il vous plaît, ne révélez plus l'allure de l'insouciance. Les bars et autres. Vous n'êtes pas obligé de boire, mes frères. Est-ce que vous êtes obligé de boire dans les bars? Ne vous agglutinez plus dans les espaces publics. Cette pathologie est réelle. Je ne voudrais pas vous faire peur. Je ne suis pas un agent de transmission de la peur, mais de l'espoir. Mais je voudrais seulement représenter les faits tels qu'ils sont. Donc, essayons d'être très, très, très stricts avec nous-mêmes. Changeons d'attitude. Il faut ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé dans ma chronique, dans l'un de mes articles, l'attitude de minoration du risque. Montrons-nous respectueux des règles d'hygiène. Montrons-nous respectueux des règles d'hygiène. Je finirai en disant, les étoiles brillent dans la nuit. Le coronavirus vient nous donner l'occasion de déployer toutes nos compétences. Allons au fond de nous, allons chercher à nous, allons chercher au fond de nous ce qui peut nous permettre de nous réinventer. C'est possible, c'est encore possible. J'ai d'ailleurs sorti un titre à ce sujet où je disais, nous avons besoin de l'Éternel des armées, et c'est par là que je vais terminer. Le titre c'était besoin de toi, papa. À quel moment avons-nous besoin du médecin de nos âmes? À quel autre moment aurions-nous besoin de lui, si ce n'est maintenant? Dans ce chant, je disais, aïe, oh, papa, j'ai besoin de toi. Là, je dis, mon pays a besoin de toi, le monde a besoin de toi. Interviens dans nos vies, oh. Si tu nous laisses, nous sommes dans l'undem. L'undem, c'est l'agonie, l'angoisse. Sango Yesu yasunga bisoe. Loba na be nyongango, kamunyongo na nyango. Liemba mwaye, dikom nyandolo. Loba na be nyongango, kamunyongo na nyango. Montre-moi la voie, mon ami de tous les jours, comme un nourrisson dans le ventre de sa maman. J'avoue, papa, j'ai besoin de toi. Vous voyez, le nourrisson dans le ventre de sa maman a forcément, intrinsèquement, foncièrement besoin de sa maman par le biais du placenta. Donc quand je disais, Lobana ben nyongango kamu nyongo na nyango, j'ai besoin de toi comme le nourrisson a besoin de sa maman. Je ne pensais pas au Covid-19. Mais je voyais tout simplement mes patients qui souvent sont abandonnés à eux-mêmes. Lorsqu'on a tout essayé, il n'y a plus rien à faire. Je me suis dit, il faut que je troque ma blouse de médecin, contre la blouse du médecin divin. Il faut que j'aille chercher le véritable médecin, celui qui ne soigne pas seulement nos corps, mais qui soigne nos âmes. Et c'est de ça que le monde a besoin. Chers frères et sœurs, quel que soit le nom que vous lui donnez, il n'y a de Dieu que Dieu. Nous vaincrons cette pathologie du Covid-19. Restez connectés. Nous avons été un peu longs aujourd'hui, mais il était important de faire une vue panoramique, un brossage rapide de une présentation succincte de l'état des choses, espérant que ceci vous a permis comme ça d'avoir des informations nouvelles. Parce que faites très attention, n'oubliez pas, nous sommes dans une guerre. Il y a la guerre médiatique, il y a
la commercialisation de la peur, la psychose, la frénésie sociale. Nous ne sommes pas là pour vous faire peur, mais nous avons juré devant l'Éternel de vous apporter les éléments nécessaires, les informations nécessaires, vous encourager dans ce que vous faites déjà de bien, vous demander d'améliorer encore ce que vous pouvez améliorer et vous dire que vous n'êtes pas seul. Nous prions pour vous, nous faisons des recherches pour vous, en labo, off labo, et nous continuons de prendre des risques pour vous. Merci de me permettre d'aller m'occuper de vos frères qui sont là. Et on a des screenings systématiques quand des patients viennent, sont admis dans nos services en ce moment. Nous avons tous peur. Les gens travaillent avec la peur dans le ventre. Quand je dis nous avons tous peur, c'est parce que je me considère comme un élément de l'ensemble. Mais à la vérité, la peur n'est pas mon partage. Pas parce que je suis immortel, pas parce que je suis immunisé. Oui, je dirais je suis immunisé. Je suis immunisé par l'assurance d'une foi forte qui guide mes actions, mais aussi par l'application stricte des mesures nécessaires et en remettant, pour finir, tout simplement mon sort à l'Éternel. Parce qu'on peut appliquer les mesures autant que faire se peut, mais être victime collatérale. Nous prenons des risques pour nos enfants. Nous prenons des risques. Nous aurons aimé dormir aussi à la maison comme les autres, mais nous ne pouvons pas le faire. Nous ne regrettons pas de le faire parce que c'est pour une bonne cause. Nous pensons qu'il y aura une vie. Il y a eu une vie avant le Covid-19. Il y aura certainement une vie après le Covid-19. Donc si tu n'as pas encore vu le son « J'ai besoin de toi, papa », c'est l'occasion peut-être d'aller taper Dr Compagnie Moulema et regarder ça sur YouTube. Ça peut être un moment de consolation. Ça peut être une panacée énième. Tout est bon pour nous permettre d'atteindre le but. Dans un couplet, le premier, je dis « Il y a une chose que je ne peux m'empêcher de faire, c'est de recourir à mon conseil le plus proche, écouter l'espère en toute situation. » Écoutez l'expert en toute situation. Il est la réponse à nos problèmes quotidiens. Paraclet, ton nom est Saint-Esprit. Qu'aussi a dit son voisin. Moi je dis tu vis à moi. Moi je dis tu vis à moi. Saint-Esprit, tu vis à moi. Aïe oh papa, j'ai besoin de toi. Interviens dans nos vies. Si tu nous laisses, nous sommes dans le ndem. Sango Yesuya Sungambae. Shalom, très chers frères. Je vous embrasse très fort. Je vous reviens très bientôt. Si vous avez des questions, posez-les. Nous allons apporter des éléments de réponse. Nous sommes obligés de communiquer. Nous sommes obligés d'être sur tous les fronts. Parce que oui, ce n'est qu'au prix de tout cela que nous gagnerons cette bataille. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.